Samedi 17 octobre 2015, la CADERCAF, en collaboration avec l'IDEA, ont organisé un colloque international sur l'immigration, particulièrement sur le cas de la région des Cailles au Mali. L'immigration caïsienne a été traitée sous différentes thématiques qui ont fait l'objet d'un cadre de réflexion et d'échange à travers l'analyse de certaines personnalités venant de tout horizon, comme Dr Kouyaté Oumou, enseignante-chercheur en anthropologie et ethnologie, Professeur Koné Issiaka, directeur du département anthropologie-sociologie, Boubacar Salif Traoré, Seydou Dafé, Professeur Yapi Diahou Alphonse, directeur de l'école doctorale de l'Université Paris 8 à Saint-Denis, Dr Gakouba Théogène Octave, haute école spécialisée de Suisse occidentale. Ces différentes analyses ont été une occasion pour les invités de prendre conscience des effets positifs et négatifs liés à l'immigration à travers le cas particulier de la région des Cailles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à vous adresser toutes nos excuses pour le retard pris pour la mise en place de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Par votre mobilisation, vous avez montré combien vous êtes attachés à la CADERCAF et à ses partenaires, et vous avez montré dès les premières heures ce matin votre enthousiasme et votre souci pour tout ce qui concerne le problème lié à l'immigration. Je tenais d'entrée de jeu à vous remercier. Vous avez fait de cette journée une journée exceptionnelle, une journée d'échange et de fraternité. Je vous en remercie déjà. Merci. Monsieur le représentant de la République du Mali, Monsieur le ministre des Maliens de l'extérieur, Monsieur le ministre de l'Agriculture du Mali, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Mali en France, Son Excellence l'ambassadeur de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO, Monsieur le représentant du consul général du Mali en France, Monsieur le maire et sa délégation de la ville de Montreuil, Messieurs les maires et leurs délégations respectives des communes françaises en partenariat avec les homologues maliens dans la dynamique de la coopération décentralisée et la solidarité internationale. Messieurs les élus de la République, Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de France, Messieurs les directeurs des laboratoires scientifiques, l'ASSO, CERASA, Reforma, Mesdames et Messieurs les responsables des associations maliennes et africaines, Monsieur le Président du GRDR, Monsieur le Président du SIAD, honorables invités. Permettez-moi, au nom de la CADERCAF, coordination des associations de développement des associations de la région de Caille en France, et de notre association partenaire IDA, Intégrer, Développer, Agir, de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle ville de Montreuil, miroir de l'immigration malienne en particulier et africaine en général, dans la région de l'Île-de-France. Nous vous remercions d'avoir répondu massivement à notre appel. Ce colloque qui nous réunit aujourd'hui fait suite aux drames survenus en Méditerranée, se traduisant par de nombreuses pertes de vies humaines des jeunes Maliens venant principalement de la région de Caille. Ce colloque a pour objectif d'analyser tous les aspects des migrations, des vraies idées, des fausses idées, des idées reçues et les enjeux, et cela en partenariat avec des chercheurs scientifiques d'Afrique, d'Europe et la délégation permanente du Mali à l'UNESCO. De sensibiliser la jeunesse et les décideurs publics contre les dangers de l'immigration clandestine. La CADERCAF est une association d'associants des ressortissants de la région de Caille qui œuvre ici et là-bas dans les projets de développement, de solidarité internationale pour le bien-être de ses membres en France
et pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations dans la région de Kayes. Monsieur le Président de la CADERCAF, Monsieur le maire de Montreuil, Mesdames et Messieurs distingués invités, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à prendre la parole et de me ressourcer à travers ce rendez-vous intellectuel combien important pour nous. L'immigration est une question qui n'a jamais cessé d'être à l'actualité. Elle est liée à la vie qui s'accommode de la mobilité, pour dire que tant que les hommes vivent, ils migrent dans un sens comme dans un autre. Au Mali, la question a un contenu différent qui s'explique par le grand nombre de Maliens vivant à l'extérieur. Cette diaspora est devenue, grâce à son implication directe et active dans le développement du pays, un acteur majeur de la nation. Cette diaspora est courtisée, redoutée, crainte, admirée, selon les circonstances sociopolitiques. Mais le Mali n'a jamais redouté ni craint sa diaspora. Mieux, les autorités nationales sont fières du dynamisme des Maliens, des Maliennes et des Maliens de l'extérieur. Vous avez témoigné votre patriotisme quand le Mali s'enfonçait. J'ai vu beaucoup, Monsieur Diallo, j'ai vu Diallo dans la rue avec le drapeau malien et beaucoup d'autres à Strasbourg pour aller crier en disant que le Mali est un indivisible. Je vous remercie pour ça. Avant l'entame de mes propos, je ne saurais démarrer sans remercier mon président. Mon président nommé Ablaye Ba, président de l'association intégrée, développée et agir, mais également le président de la CADERCAF, M. Madiou Touré, et toute l'équipe qui l'accompagne. Mon thème s'articule autour de ces points essentiels que je vais vous évoquer. Donc, comme vous le voyez bien, le colloque est intitulé L'immigration des Africains subsahariens. Et aujourd'hui, au sein de notre organisation, nous avons voulu mettre en avance, disons, les mandats que mon professeur, en tout cas, se donnera les moyens de bien évoquer. Et moi, sur les soninké, c'est-à-dire, nous allons parler de manière brève de leur histoire, de leur parcours migratoire, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, un parcours migratoire qui ne démarre pas seulement maintenant, mais qui démarre depuis la nuit des temps. Parce que les Soninké, c'est un peuple de migrants, un peuple à l'origine qui aime se déplacer. Donc il est important qu'aujourd'hui, nous parlons de ce groupe, ce si grand groupe ethnique qui fait partie de la région de Kayes. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de considération pour les groupes, les autres groupes ethniques, notamment les Peuls, les tout-couleurs, mais aussi les Malinké. Mais particulièrement aujourd'hui, comme nous le disons en Côte d'Ivoire, c'est le jour de leur jour. Donc nous allons parler des Soninké. Moi je vais parler plus expressément des Soninké, de leur historicité, de la genèse et de leur fondement historique. Il faudra savoir que les Soninké sont à cheval sur 3 pays. C'est-à-dire les 3 pays, il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal et le Mali. Et elle est composée d'une mosaïque ethnique qui est située plus au haut dans le bassin du fleuve Niger, le bassin du fleuve Sénégal, et a conservé son homogénéité culturelle. En d'autres termes, de part et d'autre des frontières, parfois héritées de l'occupation coloniale française dès le XVIIIe siècle, mais aussi des pratiques culturelles, ses rites et les construits sociaux, c'est-à-dire leurs ancêtres fondateurs, sont restés inchangés depuis la nuit des temps. Je disais qu'ils ont 2 grands groupes. Ces 2 grands groupes-là, de ce système Castel, ont été identifiés par 2 chercheurs, Paulin et Witter, qui ont travaillé, mais tout en travaillant sur ces systèmes-là,
ils ont vu que c'était un système qui était encore subdivisé, qui était divisé sous la forme de la division de travail, tant cher à Karl Marx, au philosophe Karl Marx. Donc c'est important que nous attachons à ce cas-là pour voir de quoi il s'agit. Donc les oraux, c'est-à-dire la caste des nobles, c'est-à-dire la noblesse chez les Soninké, sont d'abord caractérisés par les Mougou Debegou, qui sont les aristocrates militaires, qui sont les détenteurs du pouvoir dans les villages. Le deuxième point, ce sont les origines des migrations soninké. Je pense que mon modérateur l'a évoqué tout à l'heure, il y a une migration ancienne, mais une migration aussi contemporaine que nous vivons actuellement en France. J'ai sillonné la région. C'était pour voir en fait qu'est-ce qu'il fallait entendre par le Mangaya. Il y avait deux approches dedans. Il y a une approche de conflit qu'on va appeler le conflit interpersonnel, mais il y a un autre conflit que, surtout dans la région de Caille, on exalte en l'individu. C'est ce conflit qui est lié à ce qu'on appelle le dambé. Le dambé, c'est l'identité de l'individu. Les philosophes vont parler d'idiosyncrasie, ce qui fait de l'être lui-même, c'est-à-dire que tout ce qui concourt au plan culturel, au plan mystique, etc., à faire de lui ce qu'il est, à construire sa personnalité de base, comme on le dit. Et c'est dans cette deuxième partie, à savoir le conflit interne à l'individu, que j'ai rencontré les Caïsiens. Parce que les Caïsiens, il y a deux principes essentiels. L'un des premiers principes, c'est quoi? Sigi a Tefentila Roma. Ça, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Caïsien, s'asseoir ne donne pas quelque chose à l'individu. Ça ne lui permet pas de se développer. Donc, déjà, dans les vertus cardinales même des Caïsiens, et par extension des Soninké, étant entendu que les Soninké font partie de la grande famille du Mandé, déjà, cela est inscrit en lettres d'or. Et de deux, on dit aux enfants qu'Odin, il y a mon dafalea, ou alors il y a ma dafalea, avec Soromina, il est à Tungana, Kata Nili, Kana Faso Yiwa, Kana Faso Djo. Ça veut dire que être véritablement un individu qui se réclame de cette culture, cela suppose aller ailleurs, parce que le Tunga, c'est l'ailleurs, c'est l'étranger, aller chercher ce qu'il faut pour venir développer Kayirwa. Quand on demande de développer une région, et en même temps on demande aux gens d'aller chercher ailleurs et de revenir, mais il faut retenir que les Soninké déjà posent les bases, mais en même temps il y a la périodicité dont il faut tenir compte. Ça veut dire qu'on ne te demande pas d'aller ailleurs pour aller constituer une première, une deuxième, une troisième génération. Non. Ce qu'on attend du Caïsien, c'est-à-dire du Soninké, c'est d'aller chercher. Et pendant qu'il cherche, en un premier temps, il renvoie le fruit de sa recherche au pays afin de préparer lui-même son retour. Font du 50-50. Ils sont en général entrepreneurs en France et leaders associatifs pour le développement de leur région et de leur village. Donc c'est un point très important dans cette transition qui est en train de se mettre en place. Ensuite, ce que j'aimerais évoquer, justement, il y a la question de la décentralisation. Je veux ne pas aller dans le domaine d'autres de mes collègues, parce que ça sera évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais signaler qu'effectivement, l'immigration a permis, bien avant l'heure, de stimuler cette décentralisation, parce que les acteurs qui, issus de l'immigration, n'ont pas attendu la mise en place de la politique de décentralisation pour initier des actions avec les associations. Parce que s'il s'agit entre nous de dire tout ce que les expatriés maliens envoient au Mali, et précisément dans la région de Caille, les chiffres varient énormément. Nous avons beaucoup de filières informelles qui font qu'on ne peut pas définir un chiffre exact. Donc on parle aujourd'hui d'environ 300 millions d'euros chaque année
Je me rappelle, par exemple, il y a aussi un événement très important dans les années 68 à 80, où le gouvernement malien, sur son compte d'opération, avait une dette d'environ 100 milliards de francs maliens. À l'époque, il y a eu bien sûr l'apport des partenaires techniques étrangers, mais n'oublions pas que si le pays s'en est sorti de cette situation, c'est parce que les immigrés maliens de l'époque, qu'on considérait à l'époque qui étaient d'environ 40 000, envoyaient chaque année l'équivalent de 10 milliards de francs maliens. C'est ce qui a permis petit à petit, entre autres, au gouvernement de remonter la pente. En regardant le fonctionnement du système, j'ai dit quand même l'Afrique elle est perdante dans cette histoire. La première perte, c'est que justement il y a une perte énorme de main-d'œuvre. C'est un premier problème. J'ai remarqué que de plus en plus, il y a certains villages qui ne restent plus de bras valides. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes âgées ou des femmes qui ne peuvent pas tout assumer seules. Donc l'Afrique elle est perdante, il y a cette première perte. La deuxième perte, c'est pour la personne qui vit ici. Pour 2 ans travaillés, la personne a droit en général à 6-7 mois de congé. Donc c'est psychologiquement très difficile à supporter. Et moi, tout ce que j'ai pu remarquer en termes de richesse, c'est aussi cette diversité culturelle. Dans ma gestion de cette unité, j'ai eu à gérer des conflits avec des syndicats. Et je peux vous dire, ce n'est pas simplement parce que je suis malien que les autres m'ont aidé, mais il y a une culture de la médiation qui existe chez nous, qui m'a permis de me sortir de plusieurs situations et d'aider l'entreprise à fonctionner sans qu'il n'y ait trop d'arrêts par rapport aux volontés de faire grève ou autre. Donc cette mentalité qui consiste à travailler, parce que ce qu'il faut signaler, c'est que les Africains sont des travailleurs acharnés. J'ai pour habitude de dire, sans aucune polémique, que les Africains sont des travailleurs que le gouvernement africain ne savent pas faire travailler. Il suffit de voir la carrière d'un ouvrier africain, la moyenne c'est 10-20 ans de carrière, sans arrêt. Nous voyons que la plupart des personnes, quand ils arrivent dans des pays développés, connaissent en général qu'une seule entreprise, du début jusqu'à leur retraite. Ce sont des personnes qui sont très peu en arrêt maladie et qui ne sollicitent pratiquement jamais les mutuelles. Donc, quand on entend sur les médias la menace de l'immigration, tel ou tel commentaire, nous qui avons vécu des situations réelles, excusez-moi, nous en rigolons. Il y a des études qui ont prouvé que l'apport de l'immigration dans l'économie française est environ de 12 milliards d'euros. Quand on enlève ce que les immigrés payent comme cotisation et ce qu'ils perçoivent, il y a une différence de 12 milliards d'euros qui va dans les caisses de l'État. On a d'autres études où on dit c'est 0,0. Les immigrés n'apportent rien et ne prennent rien à la France. Donc tous ces discours-là, moi je regarde ça de loin, j'en rigole des fois, mais j'ai vécu personnellement la situation et je peux vous dire que dans cette histoire, l'Afrique est beaucoup plus perdante que l'Europe. Ce qui n'est plus bien pratiqué, n'est plus propice, c'est l'accès limité aux facteurs de production, les contraintes environnementales, j'en ai parlé, le manque d'équipements, d'infrastructures de stockage et de transformation, c'est-à-dire des unités de transformation, mais aussi le manque d'investissement dans le secteur agricole. Donc, toutes ces contraintes concourent au délaissement du secteur agricole par les jeunes ruraux qui migrent vers les centres urbains maliens et de la sous-région, d'abord, et ensuite vers l'Europe. Donc, la diaspora malienne peut jouer un grand rôle pour enrayer ces fléaux. En quoi faisant, puisqu'on l'a toujours dit, la diaspora malienne joue un rôle très très important, puisque quelqu'un l'a dit, donc c'est quelques 428 millions d'euros par an qui est issu de la diaspora malienne de toute la race. Donc, mais cette manne financière, on l'a dit, bon, ça a été utilisé pour des secteurs plutôt sociaux. Donc, il faut réorienter cette manifestation des actions plus productives qui peuvent vraiment... voilà. Donc, et nous, on pense que l'agriculture est un secteur où cette manifestation peut être orientée et ça va être propice au milieu d'où sont originaires les migrants. Donc mon point de vue technique aujourd'hui, c'est de parler depuis l'expérience de ces 3 dernières années, très récentes, que l'on a avec la CADERCAF, autour d'un programme qui est financé par ailleurs par l'Union européenne. Donc c'est ça qui est toujours assez ambigu au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on a des cadres législatifs et politiques qui sont extrêmement coercitifs et qui
traite la migration que sous un angle hyper sécuritaire et au mieux sous un angle hyper pragmatique pour lutter contre le vieillissement et pour enrichir les nations européennes. Mais par ailleurs, elle finance aussi des programmes qui cherchent à travailler un petit peu sur les questions de sensibilisation, sur les rapports nord-sud, renverser les idées reçues, renforcer les capacités de citoyenneté de nous tous ici pour pouvoir envisager le monde et ces changements globaux d'une manière transnationale, c'est-à-dire pas dans une vision nord-sud cloisonnée, mais ensemble, comme M. Daffé vient de le dire, autour par exemple des changements climatiques qui nous concernent aussi bien là-bas qu'ici. Ce programme donc s'appelle les OMD pour les OMD. On a cherché à faire le jeu de mots justement pour attirer l'attention autour des objectifs du millénaire pour le développement, dont vous avez certainement entendu parler, qui sont un cadre produit par les Nations Unies en 2000, à l'aube du millénaire donc, pour se donner 8 grands objectifs de lutte et d'éradication de l'extrême pauvreté partout dans le monde, mais notamment avec des indicateurs qui concernent les pays dits du Sud et dits en voie de développement. Je mets des guillemets à tout ça. L'objectif de ce projet, les OMD pour les OMD, c'est de valoriser la contribution très directe depuis plusieurs dizaines d'années des organisations de migrants pour le développement, les autres OMD, on peut dire OSI, on peut dire organisations migrantes, nous on a fait le jeu de mots là-dessus. Voilà, donc force est de constater que sur ces 15 dernières années, ce cadre OMD, Objectif du millénaire pour le développement, qui se termine en cette fin d'année pour se renouveler sur un nouveau cadre de 15 ans d'objectifs du développement durable, n'a absolument pas tenu compte de la thématique des migrations, que ce soit des migrants en tant que contributeurs directs d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue humain au développement des sociétés d'origine, si ce n'est par le prisme très étroit des remises et des transferts à destination des territoires d'origine, mais la question des droits, la question de la lutte contre les discriminations, la question de l'accès aux droits pour les populations issues de l'immigration, la question de l'accueil, toutes ces questions n'étaient absolument pas prises en compte, que ce soit dans les mobilités ouest-africaines et transfrontalières là-bas, que dans les mobilités nord-sud entre l'Afrique notamment et l'Europe. Les contours du problème. La question de l'immigration est une question qui est incommensurable. Finir d'expliquer les raisons, le pourquoi, le comment, on peut y passer des heures, des mois, des années, on n'en finira jamais. Quand j'ai dit l'offre de la parole, c'est qu'on va s'attaquer à l'essentiel, c'est-à-dire les perspectives. Les organisateurs ont posé les perspectives sous forme de questions prospectives. Ils ont dit dans un premier temps de parler des idées reçues avec le professeur Yapi Diaou, qui est directeur de l'école doctorale Université Paris Saint-Denis. Merci d'être venu. Et la deuxième question qui a été posée, les défis. Quels sont les défis à relever? Je pense que les défis, pour l'avenir surtout, vont vous permettre effectivement de dessiner les perspectives. Et cette question sera traitée par le docteur Gakouba Théogène Octave, haute école spécialisée de Suisse. Notre frère qui est venu de Suisse pour nous faire ce grand honneur, que je vous demande d'applaudir très 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 fort. Je me pose la question de savoir où sont les journaux, par exemple, et leurs journalistes, les radios et les télévisions et leurs animateurs vedettes sur les sujets de la migration qui affectent les sociétés en Afrique, par exemple. Si on prend la radio, la télévision malienne, quels sont les débats qui sont organisés par ces médias? Les journalistes de la presse écrite, que disent-ils sur ce phénomène-là? Voici leurs homologues de ces journalistes et animateurs de médias dans les pays du Nord, en Europe ou en Amérique du Nord. Ces journalistes, qu'ils soient de la presse écrite, qu'ils soient des radios, qu'ils soient des différentes chaînes de télévision, ces journalistes vont relayer la parole ou les paroles des politiciens de ces environnements-là. Où sont ceux des différents pays de l'Afrique au sud ou au nord du Sahara, si ce n'est pas pour relayer les visites des chefs d'État dans telle maternité, de la première dame pour inaugurer telle école, etc. Madame, donc, je représente l'ADEM. ADEM, c'est l'association des diplômés et étudiants maliens.
Donc ici, je vais rester sur la perspective et d'avenir surtout sur les jeunes diplômés et les étudiants. Ce dont on n'a pas parlé depuis le début du colloque, c'est que lorsqu'on est dans l'enseignement supérieur, en tout cas les étudiants, au moment de la fin de leurs études, c'est l'une des voies qui mène à la clandestinité. Je m'explique. Lorsqu'on a fait la fin des études, il y a un moment où on a un changement de statut à faire. Le seul souci, c'est que les critères pour pouvoir obtenir ce changement de statut créent très souvent donc, de l'exclusion, ou alors même des étudiants qui vont se sous-estimer ou qui vont chercher à obtenir absolument un CDI en allant dans les McDonald's, se sous-estimer. Il y a d'autres aussi qui entrent dans la clandestinité parce qu'ils ne veulent pas retourner au pays. Il y a aussi un problème, mais ça devrait être aussi une solution, c'est dans l'orientation des étudiants. La plupart des étudiants, je prends le cas du Mali, s'orientent vers des filières qui ne sont pas productives au Mali. Donc ils vont sur des filières classiques comme le droit, l'économie. Une fois qu'ils reviennent, on va leur dire il y a une queue ici, on a beaucoup de chômeurs. Il y a d'autres aussi qui vont prendre les nouvelles technologies ou bien des filières techniques. Le problème, c'est que quand ils retournent au Mali, on va leur dire on n'a pas encore des structures préparées à votre niveau d'études. Donc il y a déjà ce souci. L'orientation ici également. Donc bien souvent, comme je disais, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils sont sous-évalués parce que tout simplement, c'est l'histoire de papier de séjour. Donc nous, ce qu'on préconise, et ça peut être une piste, et on peut le demander, je ne sais pas si c'est de la diplomatie ou si c'est au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, c'est que lorsque un étudiant est arrivé à la fin de ses études, c'est tout simplement, si on pouvait, au niveau de la carte de séjour, leur donner cette facilité de 5 ans par exemple, qui leur permettrait de faire un aller-retour librement sans se dire je retourne au pays, si j'ai des problèmes, je reviens en France. Ça permettrait effectivement d'avoir une circulation et une mobilité. Il y a un autre cas aussi, au Mali directement avec les nouvelles technologies, il y a les MOOC, donc les enseignements, l'enseignement donc par Internet qui existe. Si vous voulez fixer la jeunesse, il y a plein de choses qui peuvent se faire par Internet ou des formations par Internet, ça permet de fixer là-bas. Parce que lorsqu'un étudiant vient ici et qui prend 5 ans d'études, il entre dans le système ou dans les codes de société de la France. Donc, en permettant donc d'avoir le mot. Et puis, juste je finis avec perspective d'avenir. Il y a l'espoir. Quand on dit avenir, ça se passe par le présent. Il y a beaucoup d'associations de jeunes, que ce soit des diplômés ou des associations tout simplement de franco-maliens ou de maliens, qui se bougent, qui font des choses actuellement, sauf qu'on ne le sait pas, et qui continuent et qui n'attendent rien de l'État. Bonjour à tous. Nous sommes de Fédération des cercles de Baflabé en France. Et en Allemagne, Andana bi Kadreka Fuka Kolopina ka témoignage que Baflabenka et Kasara qui era immigration pour la Cabo en façon là Canairo. Pourquoi Baflabenka a témoigné que puis en 2014 mois de août, j'ai eu une rencontre avec monsieur le président de Kadreka, Madji Touré. Ils nous ont fait un qui era Libye, l'Italie, on a quand même eu 94 personnes des ressortissants de Baflabé qui ont perdu la vie dans cette pour venir en Europe. En 2013, entre 2013 et 2015, on a pu recenser 220 personnes des ressortissants de Baflabé qui ont perdu la vie en cours de venir en Europe. Malheureusement, on va faire comme mille fois à Ounyana, on va essayer l'immigration sauvage, on va essayer de faire. Kadreka Fuga initiative à Djar Aounie, parce qu'il y a des Kadreka, réseau des CAI, on peut dire ensemble de toutes les Maliens. Kadreka Fuga Bara Minata, ou Bara la Ambede,
o situ la ni sarabu ye u bɛ k'u ka vie familiale de bila ka an dɛmɛ an ka baaraw la k'an dɛmɛ an ka ɲɛtaw la initiative dɔ tun taara commune de Bafulabe fɛ en 2014 ne yɛrɛ kun b'o rencontre la parce que u kun b'a fɛ ka sanction ta mɔgɔ minnu bɛ transport ci ka taa u denw n'u dɔgɔninw ma pour que ka na Europe a initiative labanna ka taa a rencontre kɛ avec la commission des charges des Maliens en France à Bagnolet. Donc maintenant an b'a fɛ ka min fɔ Bafulabe den min tora sira nin na maa 200 ani maa 20 an sera ka min recensé sans compter le nombre de disparus. Donc voilà la délégation de Bafulabe pour en témoigner aujourd'hui de dire que CADRECAF, l'initiative de CADRECAF, c'est pas une mensonge. L'initiative de CADRECAF, c'est pour montrer à toutes les Maliens, toutes les communautés internationales et tous les Africains quand même une seule cercle qui perd 220 personnes. Ça c'est une seule cercle qui a perdu 220 personnes, qui est les jeunes, l'âge de 18 ans, 20 ans, je peux même dire 14 ans. Donc, an b'an jija, an b'an fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka u ka initiative de soutenir cogo min ka transport ci k'a dabila an b'a fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka somɔgɔw fana la sensibiliser mun de b'an bila nin na parce que gɛlɛya mun de b'an bila nin na baarabaliya anw ka réseau kɔnɔna la an bɛ lamɔ ni mun ye ce qui est dans la tête, l'idée est que quand je sois grand, je vais venir en Europe. Donc pour que que les ça pas que tout, on va faire des gens. Moi, je vais salir une connerie, on a dans que amène pour écouter le discours et rentrer chez nous, aller dormir. Non, tout ce qui a été dit aujourd'hui, nous tous, quand on rentre chez nous, on doit réfléchir. Qu'est-ce que moi je peux faire quoi? Moi, je peux faire quoi dans cette rencontre que j'ai fait aujourd'hui? Il faut qu'on essaie de penser le passé et la future. Donc, le passé et la future, c'est quoi? Allô? Pour que nous payions, nous tenons. Kana bila an ka citation ni an bɛ citation min kɔnɔ yan kana donc o citation ɲɔgɔnna kɔnɔ la donc jamafɛ kuma ka gɛlɛn n bɛ yafa deli bɛɛ fɛ n bɛ kuma jɔ yan ok merci.